Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette spéciale d'invitation au voyage qui prend des allures d'Odyssée aujourd'hui. Tel Ulysse, on met les voiles vers la mer Égée, c'est parti pour une virée dans les Cyclades. Elles sont nombreuses ces îles, elles sont plus de 200. Nous avons choisi de vous emmener à Santorin avec ses maisons blanches et ses volets aussi bleus que la mer. Du blanc, du bleu, mais si vous enfoncez dans les terres, vous remarquerez aussi de mystérieux ronds de verdure. C'est la forme qu'on donne ici à la vigne, depuis l'Antiquité. Presque 5000 ans qu'elle est là, et je vous assure qu'elle en a vu passer des vertes et des pas mûres. Nous nous rendrons également à Mykonos, l'île hédoniste des Cyclades. Hédoniste et pourtant, ici s'est jouée une rébellion fondamentale pour l'avenir de la Grèce. À sa tête, une jeune femme au destin tragique qui passait ses nuits à danser et ses jours à se battre pour son pays. La plupart du temps, quand on visite les Cyclades, on prend un ferry depuis Athènes. Parfois, on dort à même le sol sur son sac à dos, expérience vécue. Mais aujourd'hui, c'est grand luxe, on s'offre une croisière aux côtés d'Albert Camus. En fait, il a suffi de quelques jours dans cet archipel de rêve pour apaiser cet homme révolté. C'est l'inspiration du week-end. Une mer étincelante qui se rit doucement sous un ciel transparent. Des îles couvertes de ruines, de fleurs et de maisons à la blancheur éclatante. Ces paysages grecs défilent sous les yeux d'Albert Camus au printemps 1955. À 41 ans, il a déjà publié ses chefs-d'œuvre comme L'étranger ou La peste. Marqué par la Seconde Guerre mondiale et bouleversé par les prémices de la guerre d'Algérie, terre de son enfance, l'écrivain révolté est en pleine crise morale. Lors d'un déplacement à Athènes pour une conférence, il s'offre une croisière improvisée de quelques jours dans les Cyclades, seul avec les membres d'équipage d'un petit navire. Une escapade hédoniste dont il décrit les bienfaits dans son carnet de bord et sa correspondance. Entre Délos et Mykonos, dans cette lumière inlassable qui a baigné les mythes fondateurs de sa pensée, il oublie la nuit des jours et trouve l'apaisement. Trait d'union liquide entre la Grèce et la Turquie, la mer Égée serait l'une des seules au monde dans laquelle on peut naviguer à vue grâce aux nombreux îlots montagneux qui s'y dressent. Dans les eaux cycladiques, Albert Camus savoure la fraîcheur des bains de mer et la navigation sur des ondes balayées par les vents que les hommes apprennent ici à dompter dès l'enfance. Depuis mes 8 ans, avec mon père qui avait un petit bateau en bois, j'allais chaque jour à Délos. Dès la fermeture de l'école, j'étais en mer avec lui. Je suis encore étourdi de lumière, de mer et de liberté. Car c'est une fierté sans limite que l'on goûtait sur ce petit côtre, où nous n'étions que 4 à fendre une mer d'un bleu royal, sous un ciel magnifique. La liberté, c'est le premier sentiment que l'on ressent, parce qu'on a toujours les yeux tournés vers l'horizon. Et ça donne constamment envie d'aller vers les autres îles. On dit que la mer vous appelle, qu'elle appelle les gens à venir à elle. Albert Camus avait prévu de découvrir la Grèce dès 1938, mais il doit y renoncer quand la guerre éclate. 17 ans plus tard, l'écrivain nourri d'hellénisme, habité par les grands mythes comme Prométhée, Sisyphe ou Ulysse, s'offre une odyssée sur des rivages où leur trace est encore tenace. Ulysse est un mythe important. Il est là pour que l'on n'oublie pas cette leçon. Si tu vas trop loin, il faut être capable de revenir vivant. Notre vie est comme ça. Quand tu es jeune, tu veux voyager, voir le monde. Mais en vieillissant, tu cherches un endroit où t'installer. Et il n'y a jamais de meilleur choix pour ça que de revenir chez toi.
Au milieu des années 50, Albert Camus, l'exilé, se sent chez lui lorsqu'il jette l'ancre dans le vieux port de Mykonos. En l'absence de liaison touristique, il est alors peu fréquenté, réservé à des voyageurs privilégiés. À cette époque, nous n'avions pas de dock, donc ils s'arrêtaient un peu plus loin. Et ensuite, des petits navires allaient récupérer les gens. On ne voyait qu'un bateau tous les 10 jours. Dans les années 50, la première impression des gens était « Oh, c'est très traditionnel et chaleureux ». Quand les habitants quittaient leur boutique, ils laissaient les clés aux clients pour ne pas interrompre leur plaisir. Ils leur laissaient les clés pour qu'ils ferment la boutique plus tard. C'était comme ça, le temps de l'innocence. Albert Camus se perd dans les petites rues labyrinthiques de Kora, le principal village de Mykonos. Il exulte d'un bonheur qui lui serre le cœur. À déambuler au milieu des Mykoniates, dont les voyageurs louent la bienveillance et le sens de l'accueil, l'écrivain respire. Après la guerre, il y a seulement 3 ou 4 grands hôtels et tous les visiteurs vivent dans les maisons des Mykoniates. Mais je pense que c'est la hospitalité des Mykoniates qui a gagné la cœur des visiteurs parce qu'ils ne s'intéressent pas à la vie privée. Ils les laissent faire tout ce qu'ils veulent et ils ont une indépendance et une liberté que quelquefois, je pense, ils n'ont pas chez eux. Cette atmosphère de liberté et d'hospitalité à Mykonos, surtout, a fait une impression à Albert Camus. Nous errons dans des petites rues où s'ouvrent des boutiques colorées. Dans les rues tout à fait sombres, nous rencontrons l'odeur du chèvrefeuille. La lune luit faiblement au-dessus des terrasses blanches. Nous remontons à bord et je me couche si heureux que je ne sens même pas ma fatigue. Au matin, une lumière divine tombe sur les maisons blanchies de Mykonos. Mykonos a ouvert à Albert Camus peut-être une porte de sa vie quand il était un enfant en Algérie. Il décrit dans son texte quelques images et quelques sentiments et quelques odeurs, parce qu'il y a beaucoup de similarités dans le monde de la Méditerranée. Il a trouvé quelque chose qu'il avait perdu dans sa vie à Paris. Camus parle beaucoup du soleil, de la sérénité du paysage. Et toujours, il dit « Je suis très heureux ici ». La lumière, je pense qu'il a une force de nettoyer. Tous les gens qui viennent ici se sentent très purifiés. Camus est touché par la grâce des enfants, la chaleur des hommes du peuple. Il admire la capacité des Grecs à faire autant avec si peu. La Grèce apprend à vivre, écrit-il à sa maîtresse Maria Casares, et lui donne même un peu d'espoir. La vie ici n'est pas très compliquée. Toujours, il y a une vieille dame qui nettoie les escaliers, par exemple. Ou, si vous voyez les photos, un enfant sans chaussures qui joue dans la rue. Cette idée de simplicité, je pense qu'on trouve beaucoup dans l'architecture de Mykonos. Les couleurs fortes pour le bois et le mur est toujours blanc. Les femmes mykoniates veulent toujours avoir un espace très clair et très joli, mais simple, toujours simple. C'est leur responsabilité de garder la maison jolie pour toute la communauté. À 20 minutes de bateau de Mykonos, c'est un autre monde qui s'offre à Albert Camus. Délos, l'île des ruines et des fleurs, l'île des dieux mutilés, n'abrite ni hôtel ni restaurant. La rencontre physique de l'écrivain avec le joyau d'une civilisation antique qui le fascine prend les contours d'un coup de foudre, de l'aboutissement d'une quête.
Ce monde des îles si étroit et si vaste me paraît être le cœur du monde. Et au centre de ce cœur se tient Délos. Et cette cime où je suis, d'où je peux regarder, sous la droite et pure lumière du monde, le cercle parfait qui limite mon royaume. Alors, le sentiment d'Albert Camus, quand il arrive ici, je pense que c'est d'abord l'isolement, l'impression d'être un peu seul au monde, dans une île déserte, éloigné de tout, mais en même temps qui se situe au centre des Cyclades, parce qu'on a une panorama depuis ici, depuis le Mont-Sainte, où on voit les principales îles de l'archipel qui font un peu la danse autour de Délos, et qui d'ailleurs a donné le nom à cette idée de Cyclade, du cycle, du tour autour de Délos. On voit partout des ruines, des vestiges de maisons, de sanctuaires, de bâtiments publics. Et donc on n'a qu'une absence de l'être humain et la nature qui est omniprésente, qui reprend ses droits en fait sur les ruines. Donc toutes sortes de fleurs, toutes sortes de plantes épineuses, aussi les animaux qui ont repris leurs droits sur l'île. Et c'est ce qui fait, à mon avis, toute la beauté de l'île. Albert Camus a souvent critiqué l'incapacité de ses contemporains à vivre en accord avec leur environnement. Il savoure sur ces collines la symbiose entre la nature et les vestiges de l'homme, parmi les plus sacrés. Délos, c'est d'abord le lieu de naissance d'Apollon et d'Artémis. Donc le mythe raconte que Leto, enceinte des œuvres de Zeus, cherche un endroit pour accoucher. Et suite à une négociation avec Délos, qui est considéré à l'époque comme une île flottante, pas encore fixée dans le paysage, décide d'accueillir Leto. Et Leto va arriver, se réfugier auprès d'un palmier et va accoucher d'Apollon et d'Artémis. Et c'est autour de ce mythe fondateur que va se créer le sanctuaire d'Apollon, qui fera bénéficier de l'île d'une grande aura au sein de la mer Égée et du monde grec dans son ensemble. Au détour des colonnes et des mosaïques qui recouvrent l'île, les archéologues français, chargés de réaliser des fouilles sur Délos depuis le milieu du XIXe siècle, ont mis à jour des monuments qui témoignent de la diversité de la civilisation délienne. Camus éprouve ici sa vision du monde méditerranéen. Un monde qu'il décrit dans son essai « L'envers et l'endroit » comme un seul et même pays. Le fait le plus marquant, c'est le cosmopolitisme qu'a connu Délos au IIe et 1er siècle avant Jésus-Christ. Un moment assez unique dans l'histoire du monde grec, mais aussi de l'histoire de l'humanité, où des communautés venant de toutes parts de la Méditerranée ont vécu en symbiose, ont fondé leur culte qui fonctionnait parallèlement les uns aux autres. Donc on trouve ici, à partir de 167 et jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, des communautés d'Italiens, des Syriens, des Anatoliens, des personnes qui viennent d'Égypte, du nord de l'Afrique, un vrai mélange communautaire qui ont fait de Délos une des cités les plus cosmopolites du monde antique. L'homme qui a bâti son œuvre sur l'absurdité de l'existence trouve ici, loin d'un monde contemporain qui se déchire, un sentiment de perfection et le courage de continuer à avancer. Quand j'ai lu les textes de Camus, j'ai été très étonné en fait, de retrouver les mêmes sentiments que lui, ce mélange justement de ruines, d'un passé glorieux qui est complètement tombé dans l'oubli, cette paix intérieure. Naturellement, on se retrouve face à soi-même. Je ne sais pas si c'est spirituel, mais il y a quelque chose de très introspectif dans la vie à Délos en fait. Sur cette île sacrée, où il est interdit de mourir, depuis que les Grecs anciens ont déplacé leur nécropole sur l'île voisine, Camus expérimente une seconde naissance à lui-même. Il repart le cœur serré, mais debout. Un moment de grâce dont il gardera longtemps la saveur. Oui, le voyage, je veux dire la Grèce, m'a bouleversé. Et cette longue lumière de 20 jours va m'aider, je le sais, à vivre. Dans les Cyclades, si chère à Camus, on a retrouvé à Milos la plus célèbre des Vénus. Mais à quoi aurait ressemblé la Vénus de Milo si elle avait eu des bras? Thomas Chauvinot s'est posé la question dans le clin d'œil. Elle est sûrement la manchotte la plus célèbre du monde, la Vénus de Milo, du nom de cette île où elle a été découverte. Du haut de ses 2 mètres, elle contemple les milliers de visiteurs qui chaque année lui rendent hommage, loin de sa terre natale, au Louvre, à Paris. On l'oublie souvent, mais il manque aussi à la Vénus de Milo le pied gauche.
Sans ses 2 bras, difficile de savoir qui elle est. Aphrodite, qu'on représente souvent à demi-nu, Amphitrite, déesse de la mer vénérée sur cette île de Milo. Et puis, qu'est-ce qu'elle faisait avec ses bras manquants? Était-elle appuyée contre un mur? Est-ce qu'elle tient un arc ou une amphore? Ou alors une pomme? Est-ce qu'elle se regarde dans le bouclier d'Arès? Elle portait même des boucles d'oreilles et un bracelet, la coquette. On n'en saura jamais rien. C'est comme ça qu'un paysan grec du nom de Yorgos l'a trouvé en 1820, sans bras, sans pied gauche. Ah non, encore un vieux machin, se dit Yorgos, du moins selon la légende. Le voilà qui s'apprête à remettre la statue dans son trou. Non, 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 mais vous ne comprenez pas, c'est une œuvre d'art, lui aurait dit Olivier Voutier, un marin français qui passait par là. Finalement, le marquis de la Rivière achète la statue, en fait cadeau au roi Louis XVIII, qui l'offre aussitôt au Louvre. C'est a priori tout à fait légal, mais ça ne plaît pas aux habitants de Milo, lesquels ont lancé une pétition. Ce ne sont pas les bras qui lui manquent, mais sa patrie. Et le président grec la réclame. Les Français, eux, n'ont pas l'air de vouloir bouger le petit doigt. En quelque sorte, c'est un bras de fer qui se joue autour de la Vénus de Milo. Allez, escale à Santorin maintenant. Côté plage, le sable noir en dit long sur l'histoire volcanique de cette île. Et à l'intérieur des terres aussi, il existe un héritage lié à ce passé éruptif. Des vignes à la forme étrange, l'un des plus vieux vignobles au monde. Vous n'allez pas couper à la dégustation. À 300 km d'Athènes, Santorin étend sur la mer Égée sa silhouette en forme de croissant de lune. Depuis le ciel, l'île est recouverte de chapelles bleues et blanches et de mystérieux ronds de verdure. Lorsque l'hiver vient de passer et que les vignes ne sont pas encore toutes vertes, comme elles le sont maintenant, on ne voit, disons, que des branches sèches. Les touristes ne comprennent pas ce que c'est et ils demandent parfois « Où sont les vignes de l'île ?» Ces vignes, parmi les plus vieilles au monde, produisent majoritairement du vin blanc sec. Mais elles sont surtout à l'origine du Vinsanto. Ce vin liquoreux réputé, né d'un coup du sort, une éruption volcanique à l'origine d'un sol unique et portée par l'ingéniosité des Santoriniens qui lui ont offert une épopée commerciale en mer Noire. Les reflets bruns de ce vin doux nous transportent dans l'histoire géologique, agricole et politique de l'île depuis l'Antiquité. Le long de la côte ouest de Santorin, les falaises noires recouvertes de grappes de maisons blanchies semblent plonger dans la mer. Ces reliefs constituent le sommet d'un cratère volcanique dont le fond est submergé par les eaux. Il s'agit de la plus grande caldeira sous-marine du monde. Un panorama unique dont le destin s'est joué il y a plus de 5000 ans. Santorin, à la période préhistorique, est donc une île toute ronde du nom de Strongylé. Strongylé, ça veut dire rond en grec, avec énormément de végétation, de fleurs. Les premiers habitants de Santorin, ils élevaient des animaux, c'étaient également des agriculteurs. Vers 3100 avant Jésus-Christ, des Minoens venus de Crète installent un comptoir commercial sur l'île, situé à un carrefour stratégique entre l'Afrique du Nord et la région d'Athènes. Cette civilisation brillante importe sa tradition viticole sur ces terres où le raisin pousse à l'état sauvage. Elle prospère pendant plus de 1500 ans. Il va se produire une série de tremblements de terre. Les habitants sont au courant de l'existence du volcan. Ils en ont peur. Les tremblements de terre leur indiquent qu'ils sont peut-être en danger et qu'il est peut-être préférable de quitter l'île. Donc après cette série de tremblements de terre, eh bien, c'est une gigantesque éruption volcanique qui va se produire, qui va provoquer des vagues d'une telle hauteur qui vont débarquer jusque les côtes de Crète, des cendres qui vont s'envoler dans les airs jusqu'au nord de l'Europe, jusqu'en Islande. Et c'est 83% de la surface de cette île ronde qui va s'effondrer donc dans la mer. Cette éruption détruit une grande partie de la végétation de l'île.
elle offre paradoxalement aux générations suivantes un sol qui fera sa richesse. On peut voir en se promenant sur l'île les différentes strates qui sont de différentes couleurs. On va avoir du blanc qui correspond à la pierre ponce. On va avoir des couches toutes noires, basalte. Et on va avoir des couches de couleur terracotta ou schiste. C'est un sol que la vigne adore. Cette plante est désormais l'une des seules ressources à s'épanouir dans ce sol. Peu à peu, elle se répand sur toute l'île. La commune de Megalochori, en retrait de la caldeira, est un îlot de quiétude avec son dédale de ruelles et sa place arborée. La famille Gavalas s'est installée au pied du village depuis 5 générations. Elle perpétue une viticulture singulière adaptée aux conditions climatiques de l'île. Les locaux ont développé une méthode de taillage particulière que l'on appelle la couloura, la couronne. C'est-à-dire que l'on taillait les sarments de la vigne en forme de corbeille basse, tout près du sol, afin de protéger le raisin des vents violents. Pour le moment, le raisin est très amer, il n'a pas encore mûri. Mais en pratique, ici, on peut voir la méthode. Vous voyez comme cette branche est basse et sa forme ronde. Bon, en ce moment, il y a beaucoup de feuilles, donc on voit un peu moins bien. Mais c'est ça, la logique de la couloura. Cette technique aurait été importée sur l'île par les Phéniciens. Selon Hérodote, ce peuple serait le premier à avoir colonisé Santorin après l'immense éruption volcanique. Cette civilisation avait à l'époque des comptoirs dans des zones venteuses et désertiques d'Afrique du Nord, où des méthodes comparables à la couloura étaient utilisées pour les vignes. Le raisin constituait une occupation pour toutes les familles. C'est pour ça que, dans le passé, presque tous les habitants de l'île fabriquaient du vin. Ils possédaient des vignes, une cave et produisaient du vin pour eux-mêmes. La plupart des cépages de base de l'île, comme la Sirtico et le Mavro Tragano, sont des cépages indigènes, c'est-à-dire que ces variétés sont originaires de Santorin. Les vignobles de l'île comptent parmi les plus anciens du monde, car le phylloxéra, qui a détruit la majeure partie des vignobles d'Europe au XIXe siècle, n'a pas réussi à se développer dans ce sol volcanique. Dans la cave des Gavalas, la famille produit de la Sirtico, un vin blanc sec et structuré par le sol unique de l'île, mais aussi un vin doux emblématique, le Vinsanto, composé de 3 cépages blancs endémiques. Lorsque l'on coupe le raisin de la vigne, on l'étend sur des filets, puis on le laisse sécher au soleil. C'est pour cela que lorsqu'on le presse, on obtient un mou beaucoup moins abondant, mais bien plus concentré en sucre. C'est grâce à cette méthode que l'on obtient un vin sucré, et il s'agit d'un vin dont la durée de maturation est illimitée. Ce vin liquoreux, qui se conserve extrêmement bien, devient la chance de l'île au moment où elle s'ouvre au commerce. À partir du XIIIe siècle, la République de Venise, première puissance maritime, prend le contrôle des Cyclades. À Santorin, elle érige ce château sur la pointe nord, dans la petite ville d'Ia. Elle met également la main sur la principale ressource de l'île, son Vinsanto, et l'exporte vers l'Europe de l'Ouest. Les gens de Santorin à l'époque étaient très pauvres. C'était surtout les agriculteurs. Après le départ des Vénitiens, ce sont les locaux qui ont pris le commerce et qui commencèrent à construire des bateaux à voile. À partir du XVIIe siècle, les Santoriniens se mettent à vendre eux-mêmes leur vin dans les îles alentours. Mais c'est la pacification de la mer Noire, à la faveur d'une trêve entre l'Empire ottoman et la Russie, qui offre au Vinsanto un destin exceptionnel. À la fin du XVIIIe siècle, le port d'Ia
devient le point de départ de navires chargés de vin qui partent pour de longues traversées en direction des ports russes, dans lesquels s'est installée une petite diaspora de l'île. Elle se fait l'ambassadrice du Vinsanto auprès de l'église orthodoxe russe qui tombe sous le charme de cet élixir. Il devient le vin eucharistique officiel en Russie. Mes deux arrière-grands-pères ont participé à ça. Un des deux avait les bateaux à voile qui partaient d'ici chargés de vin pour aller vers les ports de la mer Noire en Russie. Et l'autre arrière-grand-père était installé à Odesse avec sa famille. Et c'est lui qui achetait le vin et le vendait aux Russes. Après avoir laissé le vin en Russie, les mêmes bateaux chargés du blé et continuaient leur voyage vers les pays industrialisés de l'Europe occidentale. Et là-bas, ils prenaient du charbon pour le ramener vers la Méditerranée orientale. Les marins du port d'Ia sillonnent les mers 6 mois par an. Au début du 19e siècle, Santorin possède la 3e flotte de Grèce. Il y avait à peu près 200 voiliers qui appartenaient à des armateurs du village d'Ia. Les armateurs eux-mêmes étaient capitaines sur leur propre bateau, tandis que les membres de leur famille étaient les marins. Des familles entières travaillaient sur les bateaux. Ce rayonnement maritime change le paysage du village. La construction s'intensifie sur les hauteurs du port pour abriter les armateurs et leurs employés. Les membres d'équipage les moins aisés creusent leur maison dans la roche du versant tourné vers la caldeira, constituée de cendres volcaniques solidifiées. Les familles les plus aisées, les familles des capitaines de vaisseaux et armateurs construisaient les maisons à 2 étages à la partie plate du village. Ces maisons étaient meublées avec des meubles importés de Venise et de Russie. Sur leur voilier, ils apportaient tout ce qui manquait sur leur petite île. Ce fructueux commerce s'achève en 1917, lorsque la révolution russe ferme les églises du pays. L'île, privée de débouchés pour son vin, plonge dans une crise économique qui s'intensifie avec la Seconde Guerre mondiale. Pour survivre, les viticulteurs de l'île n'ont eu d'autre choix que de s'unir. À 20 km au sud d'Ia, la ville de Pyrgos domine Santorin de sa silhouette coiffée de croix et de cloches. La ville compte 48 églises et chapelles pour moins de 1000 habitants. En contrebas, sur la caldeira, une coopérative créée en 1947 se bat pour préserver le patrimoine viticole de l'île. Dans ces bâtiments, 600 000 visiteurs par an viennent découvrir les éclats blancs et bruns du vin des artisans vignerons santoriniens. Pour conserver et développer le vignoble, nous tentons d'abord de convaincre des jeunes personnes, des jeunes producteurs, de planter de nouvelles vignes et de prendre soin des vignes de leurs pères et de leurs grands-pères. Les santoriniens espèrent désormais faire reconnaître le caractère exceptionnel de leur vignoble millénaire en rejoignant le rang des biens naturels inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. 3h30 de bateau plus tard, et maintenant on va explorer Mykonos. Pour l'incontournable, on a rendez-vous avec une femme qui n'a pas seulement mis le feu au dance floor. Regardez. Encerclée par les eaux transparentes de la mer Égée, l'île de Mykonos est une terre de plaisir et de liberté.
Sur les plages, la vie s'apparente à une fête perpétuelle pour les 2 millions de touristes qui s'y pressent chaque année. Dans le centre de l'île, les moulins iconiques de Mykonos dominent le vieux port en forme de croissant de lune. Et le long de son rivage, le balai des bateaux de pêche et des ferries se déploie face à l'alignement des maisons traditionnelles blanchies à la chaux. Incontournable vieux port de Mykonos qui cache une toute autre histoire. Celle d'un sacrifice qui changea le destin de la Grèce. Ourania Bessi s'est intéressée au destin tragique de Manto Mavrogenous, une héroïne méconnue de la Grèce moderne. C'était la première, en tant que citoyenne du monde, à pouvoir porter le combat à un niveau supérieur. Au début des années 1820, les tensions montent dans toutes les provinces de Grèce. Après 400 ans de domination ottomane dans ce territoire extrêmement morcelé, une révolte s'organise dans l'ombre, avec en première ligne les diasporas grecques de toute l'Europe. Il faut comprendre qu'à cette époque, la Grèce était sur le point de s'enflammer. Nous avions une société secrète, appelée Philiki Eteria, qui opérait principalement autour du Danube. Et les Grecs les plus aisés en faisaient partie. Ils préparaient une révolution. Parmi les disciples de cette société secrète, Nikolaos Mavrogenis, un descendant d'une des lignées les plus prestigieuses de la Grèce, dont les origines remonteraient à l'Empire byzantin. Il va enrôler un combattant insolite dans cette quête de liberté, sa propre fille, Manto Mavrogenous. Manto était une héritière de l'aristocratie grecque. Elle est née à Trieste, sous le règne de la dynastie des Habsbourg. C'était un modèle d'émancipation féminine. Elle était instruite et parlait couramment 3 langues, l'italien, le grec et le turc. Sa pensée était directement influencée par l'esprit des Lumières grecques. Lorsqu'un haut dignitaire de l'Église orthodoxe appelle à l'insurrection le 25 mars 1821, Manto Mavrogenous rejoint les Cyclades, terre de ses ancêtres, pour mener sa bataille pour l'indépendance. C'est sur l'île de Mykonos, un carrefour maritime stratégique, difficile à contrôler pour les Ottomans, qu'elle s'établit. Beaucoup de gens la méprisaient parce qu'elle était une femme. Mais en même temps, il faut savoir qu'à Mykonos, comme dans le reste des Cyclades, nous avons un système matrilinéaire. Le rôle des femmes dans la société est très bien établi. Mais en voyant la passion qui l'animait et la manière dont elle a sacrifié son héritage et ses bijoux pour soutenir sa cause, ils se sont tous rangés de son côté. Pour s'assurer le soutien des Myconiates, la jeune femme décide d'investir la totalité de sa fortune dans la création de sa propre armée. Elle était extrêmement riche. Elle a été capable de financer et d'équiper 2 bateaux, puis une autre flotte de 6 navires et même 6 régiments d'infanterie. Manto est alors l'une des seules femmes à diriger des troupes. En octobre 1822, elle s'apprête à vivre la bataille la plus risquée de sa vie. Lorsqu'une flotte, arborant le drapeau rouge au croissant blanc de l'Empire ottoman, entre dans le vieux port de Mykonos. Elle a affronté la flotte ottomane et a repoussé l'armée qui attaquait l'île. Il s'agit de l'une des premières victoires que nous avons vécues, qui a donné une très grande force aux Grecs pour continuer leur combat. Au début des années 1830, la Grèce est enfin reconnue comme un État libre par les puissances étrangères. Manto Mavrogenous est alors nommé lieutenant général en récompense de ses efforts. Mais une histoire d'amour bouleverse son ascension. Elle rencontre Dimitrios Ypsilantis, un prince issu d'une puissante lignée grecque, proche de l'Empire russe. Ils étaient fous amoureux. Et pourquoi pas? C'était vraiment une très belle femme. Ils se sont fiancés, mais des factions politiques de l'époque se sont opposées à cet engagement. Une alliance entre 2 familles aussi influentes est perçue comme une menace par les dirigeants du nouvel État grec. Manipulant son prétendant, ils parviennent à rompre les fiançailles et à déposséder la jeune femme du reste de sa fortune.
Un destin digne d'un drame antique. Quand elle s'est trouvée totalement démunie, elle est retournée à Mykonos, où on lui a fourni de la nourriture et un endroit où loger. C'est l'une des images les plus tristes de l'histoire grecque. Une personne qui a tant sacrifié pour ses idées, pour l'idée de se sentir libre, d'être libre. Quand on la traite de cette manière, c'est un symbole qu'on attaque. Mais c'était le destin des héros et des héroïnes ici en Grèce, de mourir dans l'indigence. C'est un peu triste, mais vous savez, c'est la passion pour leur pays qui les animait. Alors, peut-être qu'ils s'en moquaient, après tout. Et voilà, vous ne ferez plus jamais la fête à Mykonos de la même façon. C'est donc ainsi que s'achève notre échappée dans les Cyclades. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à réagir à ce voyage sur les réseaux sociaux. On se retrouve lundi et comme on dit en Grèce, Taleme.